On repart. Donc, Jérôme. Oui. Pendant la pause, Françoise disait, j'aimerais bien voir comment tu vas nous dire que l'intelligence artificielle va régler les problèmes de l'hôpital. Non, l'intelligence artificielle ne va pas régler les problèmes de l'hôpital, mais ça va nous faire découvrir de nouvelles thérapies, ça va faire plein de choses. Parce que un des grands bonds qu'on avait fait, je m'étais intéressé notamment pour la rédaction de mon livre, Combien vaut une vie, donc le système de santé, je m'y suis intéressé. Un des grands bonds qu'on a fait en termes d'espérance de vie, nous, les pays riches, les problèmes d'hygiène étant étant résolus depuis des décennies, c'est la science du diagnostic. C'est l'informatique, c'est les scanners, les IRM qui nous permettent de détecter les maladies. Mais une fois qu'elles sont là, je ne dirais pas qu'on ne sait pas trop quoi en faire, on a quand même une avancée thérapeutique formidable, mais on reste un petit peu bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il faut exploiter des données et on n'arrive pas à le faire. Et on a trop de données sur le corps humain. Le corps humain, on pourrait produire comme ça 50 millions de données sur tout un tas de paramètres physiologiques. Et l'intelligence artificielle va venir prendre le relais. Une fois que la science du diagnostic est déjà très bien poussée, maintenant c'est l'intelligence artificielle, on s'attend à ce qu'elle nous trouve des nouvelles stratégies thérapeutiques auxquelles l'esprit humain n'a pas pensé. Et c'est à ça qu'on se prépare. Donc on va encore gagner des années d'espérance de vie. Et il faudra remettre bien sûr l'humain au centre, notamment à l'hôpital. Des années d'espérance de vie qu'on ne peut pas financer, mon cher Jérôme. Je ne sais pas si c'est une si bonne nouvelle que ça. Tu vois. Mais si on pourra les financer, tu verras, parce qu'il y aura un progrès technologique énorme. Je rappelle quand même que les pays riches tirent leur croissance de la spécialisation des métiers et du progrès technologique. Et l'intelligence artificielle ça va nous donner une formidable avance dans ces deux domaines. Étude de Goldman Sachs, là, vous en avez forcément entendu parler. Ça me fait toujours marrer d'ailleurs ces études. Boum, 300 millions d'emplois. Pourquoi pas 400 ? Pourquoi pas 250 ? Allez, on va faire 300 millions d'emplois. Un quart du travail actuel pourrait être automatisé. Et alors, vous ne le voyez pas là, parce que je vous ai mis la page des Échos pour rendre hommage aux Échos et au formidable travail qu'ils font. Mais ils pensent, j'ai adoré, 29% des dirigeants pourraient être remplacés. Moi aussi, vraiment, il y en a 29% qui font que de la production de mémos divers et variés. Il faut vraiment s'intéresser à leur 29% pourraient être par l'intelligence artificielle. Oui, il doit y avoir des métiers. Tu ne crois pas une seconde, Françoise ? Je pense qu'il y a une partie des dirigeants qui ont effectivement une activité qui peut être aidée par les mecs qui sont sortis d'un cabinet de conseil, qui appliquent toujours les mêmes trucs, etc. On en connaît quand même. Hein. On le disait tout à l'heure. Oui, quelques-uns dans certaines organisations un peu bureaucratiques. Mais à l'inverse, quand on disait tout à l'heure que les dirigeants, ça communique, ils lisent pas des mémos faits par ChatGPT, ça va pas le faire. Hein. Donc, je pense qu'il y a trop d'humains dans une organisation pour que l'un remplace l'autre. Donc je disais, ce week-end, c'était un peu tragique parce que, moi j'ai... Thierry Breton, c'est un gars quand même très très intéressant. Hein. Il a écrit des livres lui aussi, il a écrit des romans d'anticipation notamment, quand il était plus jeune, Thierry Breton, qui sont passionnants. Okay. Et là, c'est vrai, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, interview sur France Inter, et ça a tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Il se félicite de ce que la Commission européenne ait réussi à faire en un temps record une loi pour encadrer l'intelligence artificielle. Tout ce qu'on est capable de produire aujourd'hui, en fait, ce sont des règlements et des normes, quoi. Alors, il en faut. Sur ce sujet-là, il va en falloir. Il y a plein de produits. Dès maintenant, Françoise, oui. Cette fameuse adresse des 100 ou 1000 scientifiques, je ne sais plus combien ils étaient. C'est encore autre chose. Qui demandent une pause. C'est un peu la même chose. Le temps que tout le monde s'adapte. Il faut un processus qui permette de normaliser et d'évaluer les produits qui utilisent l'intelligence artificielle. Il y a trop de biais possibles. Dans la façon de faire de l'apprentissage pour qu'il n'y ait pas une validation des méthodes qui ont conduit... on le fait sur des voitures, on le fait sur des produits pharmaceutiques, je ne vois pas très bien pourquoi on ne le ferait pas sur des produits aussi particuliers que de l'intelligence artificielle. Donc oui, il faut des processus de normalisation, comme il en existe sur tous les autres produits et offres technologiques. Ce qui est autre chose que de réglementer l'usage en le contraignant, c'est pas tout à fait, pas du tout la même chose. Mais ce qui est frappant dans ce débat, et moi je trouve qu'il est très riche, parce que enfin
les gens s'en emparent. Alors, ils disent beaucoup de bêtises, mais peu importe, ils essayent, ils se familiarisent avec cette technologie ou ce produit ou je ne sais pas quoi. Et c'était urgent, hein, parce qu'il y a combien de personnes qui ne comprennent pas ce dont on parle. Il y a encore visiblement beaucoup, si j'en crois les débats. Mais, Ouais, enfin, personnellement, j'ai essayé de comprendre, si tu veux. Je suis rentré dedans, là. Non. J'ai renoncé. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de comprendre. Non, mais Tu parles des réseaux de neurones ? Oui, pour prendre la mesure. Non, mais quand j'y comprends. Surtout sur la gestion du langage. Oui, la gestion du langage, des proportions, de l'algorithme, de la façon dont il se biaise lui-même. Tu as regardé aussi. Oui, bien sûr. À un moment, tu décroches, quoi. Moi, en tout cas, j'ai décroché. Je ne dis pas qu'il faut comprendre la théorie des réseaux neuronaux. Je dis simplement qu'il faut comprendre comment les choses se fabriquent possible. Et du coup, quels sont les biais possibles, c'est quand même un peu perturbant de savoir qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne sait pas tracer, donc on ne sait pas expliquer dans un certain nombre Ce que tu comprends de fondamental, c'est que rien d'original ne sort, pour l'instant, de ces machines. Première chose. Et deuxième chose... Ça n'est que de la redite de ce qui a été dit ailleurs. Du coup, dès lors qu'on les fait travailler sur un corpus de données biaisées, on obtient quelque chose de biaisé. Voilà. Et qu'en plus, on ne sait pas forcément toujours expliquer compte tenu des techniques et des technologies qui sont utilisées. Donc du coup, il y a effectivement un objet, un produit, qui peut avoir des conséquences néfastes, en tous les cas non souhaitées, dans les usages. Yann Lequin, le français qui... je ne suis pas sûr qu'il dirige encore la recherche de Meta, mais enfin bon, bref, ça nous fait plaisir de penser qu'il dirige encore la recherche intelligence artificielle de Meta, dit s'intéresser maintenant à la régulation de l'intelligence artificielle, c'est s'intéresser au trafic aérien avant qu'on sache construire un avion. Lui, il dit c'est beaucoup trop tôt. On s'affole pour rien. Enfin, il a d'ailleurs cette thèse depuis un moment. Hein. Oui, alors moi, vous êtes en train tous de surréagir. Oui, mais quand on regarde un peu l'histoire du droit et de l'innovation, il se trouve que j'ai regardé un peu, on est toujours quand même en réactif. Alors, il y a un juste... C'est un peu normal quand même. Oui, mais il y a un juste moment. C'est-à-dire que peut-être que... Prenons un exemple qui si on s'était intéressé au sujet de la pollution de nos outils de mobilité un peu plus tôt, peut-être qu'on aurait pu éviter un certain nombre de choses ou qu'on serait parti sur des réglementations d'ailleurs assez différentes ou des technologies différentes. Hein. Donc, il ne faut pas que ce soit trop tôt, parce que ce n'est pas pertinent, parce qu'il faut laisser la créativité. Mais il ne faut pas que ce soit trop tard, parce que du coup... On a déjà un paysage qui est installé et sur lequel c'est très compliqué de revenir. Donc, je me garderais bien d'être en concurrence avec les spécialistes de l'intelligence artificielle. Mais il y a un juste moment, et moi l'impression que j'en ai, c'est que c'est maintenant qu'il faut commencer à regarder quand même. Je trouve que c'est un très bon exemple, là, celui que tu cites de la mobilité, de la pollution. Et je me demande si Internet en Europe, c'est pas le contre-exemple. C'est-à-dire ? Trop de réglementation mais trop d'emblée. Avant qu'on sache le faire, on a laissé les Américains, les Chinois développer les géants du web. Aucun géant du web est européen, notamment du fait de la position de la Commission européenne sur le sujet. Là, l'Italie prend une décision qui est une décision, vous avez sans doute suivi ça, donc l'Italie ferme l'accès, je ne sais pas comment c'est possible d'ailleurs, enfin bon, bref, ils pensent fermer, bon, ils ne ferment pas du tout, mais enfin bon, bref, ferme l'accès à GPT, parce que, en gros, GPT, par exemple, ne respecte pas le RGPD. Quand on voit aujourd'hui, et ça c'est factuel, Guy Mamoumani est venu nous le raconter, par exemple, sur les gars qui font du code aujourd'hui, GPT leur fait gagner un temps fou, encore une fois, n'invente rien, mais alors, boum, toute la base que tu mettais, j'en sais rien, 2-3 jours à faire, il te la sort en 5 minutes, et là-dessus, toi, tu peux commencer à travailler. Bien sûr, c'est un formidable outil. Bon, mais c'est quand même une perte de chance et de compétitivité potentielle pour l'économie italienne, je trouve incroyable le risque qu'ils prennent. Enfin, je trouve ça complètement dingue. Enfin, c'est pas très grave parce qu'ils vont tous utiliser des VPN. Des VPN et ils vont contourner le truc, je pense aussi. Oui, mais enfin. Non, mais après, c'est pour ça que la loi et le cadre de la loi doit être intelligent. Il y a eu aussi toutes ces lois sur la signature électronique en France, par exemple. Enfin, c'est un truc où on a mis, je sais pas, des années à essayer de... C'était pas trop tard d'ailleurs. Hein. Sauf qu'on s'est intéressé à la technologie, au détail de la technologie. On a essayé de réglementer le détail de la technologie. Et évidemment, le truc est devenu obsolète avant même d'avoir été promulgué. Donc, c'est des sujets complexes que de légiférer l'innovation technologique. Ouais. Il faut s'intéresser
il faut prendre les sujets, d'ailleurs ça dépend des sujets, de différentes façons, mais selon la façon dont on le fait et le moment où on le fait, on a effectivement une influence sur l'innovation elle-même, et elle est bénéfique ou elle n'est pas bénéfique. Et donc, la signature électronique, je trouve que c'est un très bon exemple, parce que c'est un peu le modèle économique de DocuSign. Qui fait ça. Donc, il distribue un peu comme Adobe avait distribué gratuitement son lecteur, son reader. Une fois que tout le monde l'a, ils vendent le writer. Et donc, DocuSign, ils font signer. On n'a pas besoin même de créer un compte pour signer des documents sur DocuSign. Je pense qu'on en a déjà tous signé. Sauf qu'eux, ils stockent ça sur un cloud et ensuite, ils l'exploitent et ils disent aux entreprises on fait un travail de juriste pour vous. Il y a une nouvelle loi qui arrive qui va modifier votre environnement. Nous, en fait, on fait tourner de l'intelligence artificielle sur tous vos textes et on peut vous dire exactement ce qui va se passer. On peut faire de la prévision, etc. Donc ça automatise le travail des juristes. Ou, si on veut ne pas se passer des juristes, c'est simplement que ça va directement indiquer aux juristes quel texte aller chercher dans quel document, sachant que chaque entreprise a des millions de pages de documents légaux. C'est ça le truc. Voilà, c'est plus la deuxième solution. Oui, c'est une manière de le présenter qui est de dire. Mais si tu veux, à terme, voilà, c'est ça. Mais ça va être un formidable outil. À titre personnel, je l'utilise déjà en recherche. Je veux savoir quelle a été la production sur telle question. Il y a plusieurs outils. Alors, il y a Google Scholar, qui est complètement balayé par l'intelligence artificielle. Voilà, donc il faut savoir l'utiliser. Comme toujours, une nouvelle technologie, c'est un très bon serviteur, un mauvais maître. Si on sait l'apprivoiser, si on s'en sert comme d'un outil, le rendement peut être énorme et on va tous en profiter. Effectivement, Goldman Sachs nous parle de destruction d'emplois. 300 millions d'emplois. Oui. Le siècle passé a été celui de l'automatisation du travail mécanique, donc bouleversement du travail de l'emploi des cols bleus. Maintenant, ça va être du travail intellectuel, automatisation du travail intellectuel, bouleversement du travail des cols blancs. Mais pour peu que les cols blancs savent s'adapter, ils vont réussir finalement à en faire un outil. De nouveaux métiers vont apparaître. Et puis l'intelligence artificielle, je ne suis pas d'accord de dire qu'elle ne crée rien. Alors, il y a déjà graphiquement, surtout pas ça. On a des exemples même visuels, graphiquement, elle crée. Absolument. Mais là, je parlais de GPT, et des textes. Mais c'est vraiment, c'est la vitrine. Je ne parlais que de ça, de rien d'autre. Tout le monde, mais qui est très peu représentatif de ce que l'intelligence artificielle va être capable de faire. Bien sûr. Voilà, mais comme tout le monde peut voir cette vitrine, c'est de ça qu'on parle. Et elle est très spectaculaire. Et elle est spectaculaire. Et c'est très bien qu'il y a des débats qui se mettent en place. Et moi, la statistique que j'aime mieux sur l'emploi, c'est de dire que 80% des métiers vont être touchés par l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et ça, c'est à peu près sûr. Alors, si on amalgame, ça fait les 300 millions de jobs. Mais 80% des jobs, ça veut dire que 80% des métiers des gens qui exercent ces métiers vont devoir s'adapter à une nouvelle façon de faire les choses. Donc, il y a un énorme, et ça c'est aussi pas nouveau, mais un énorme effort d'adaptation de l'emploi, des compétences, qui est à venir. Et la bonne nouvelle, c'est que pour une fois, ça touche des cols blancs, donc théoriquement des gens qui sont plus à même de s'adapter, en théorie. Mais donc voilà. Je trouve que ça va. En théorie. Ça va aussi, dans le fond, relancer la question du partage des richesses. Parce que globalement, grâce à cette innovation technologique, on va avoir un gâteau plus grand à se partager à nouveau. L'idée, ce serait quand même que personne ne ressorte avec une part plus maigre que ce qu'il avait avant. Et donc, ces questions de comment on va redistribuer les richesses, ça va être fondamental. Il va y avoir quand même la mondialisation. Avant. Non, mais attends. Comme avec la mondialisation, il y a des gagnants et des perdants. Oui, mais... Il y a des gens qui resteront sur le carreau, ça c'est un délire, même des cols blancs. Évidemment, comme donc, dans toutes les mutations. Exactement. Mais va pas trop vite, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement notre tort, là. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut voter... Je veux d'abord être sûr que ça va créer de la richesse, Moi, avant de la redistribuer. J'aimerais que l'Europe se concentre sur être un champion de l'intelligence artificielle, avant de réguler, etc. Avant de réguler et de savoir comment on partage. On est d'accord là-dessus. Je dis simplement que ça va rebattre des cartes et que on pourrait même, dans une optique de prévision un petit peu de comment ça va se passer, il y a deux angles. Il y a l'angle optimiste qui va se dire, finalement, comme c'est les cols blancs qui sont touchés, et que c'est un petit peu les décideurs au sein de la société, par vote démocratique indirect, etc., ils vont plus veiller à ce que les cols blancs soient quand même pas trop impactés, que ça n'a été fait de par le passé. Et puis une vision plutôt pessimiste qui dit, non, il y a des cols blancs qui vont être complètement déclassés, qui seront les perdants, comme des cols bleus qui ont été les perdants de la mondialisation, ont voté Trump, etc. Après, il ne faut pas se gourer, on le vit tous, Françoise en direct.
beaucoup de ces cols blancs sont déjà dedans. C'est-à-dire tout ce qui est aujourd'hui fonction finance des entreprises, l'intelligence artificielle, ça y est, elle est dans leur système pour beaucoup d'entre eux, elle est dans les systèmes de compta, elle est dans les systèmes de prévision, elle est dans le savoir, bien sûr. Elle est dans en général sans le savoir. oui, enfin, souvent. Quand tu laisses de côté le budget pour aller sur ces fameux forecast planning, etc. Bon. Ils savent que ce sont des systèmes d'intelligence artificielle et surtout, ce qui est pas mal, c'est qu'ils savent les limites. Les limites de ces systèmes, et exactement. Leur fiabilité très relative. Voilà. Il y a un vrai sujet aussi de temps. Hein. Là, on est en train de se projeter, quand on dit la santé, le diagnostic. Moi, je connais pas mal de gens qui travaillent sur ces sujets de diagnostic par intelligence artificielle. Ça fait des années qu'on prédit qu'un jour, ils seront la disparition des radiologues. Moi, ça fait 10 ans que j'entends la disparition des radiologues. Et donc, ça fait des progrès énormes, mais enfin, on n'y est pas tout à fait encore. Et dans l'entreprise, tout le problème, c'est de ramener ces outils génératifs, mais quand on a des corpus de données qui sont trop petits. Donc tout n'est pas aussi simple enfin, c'est pas un long fleuve tranquille. Absolument. Ce qui est sûr, c'est que les entreprises de services vont devoir quand même sérieusement se poser la question de leur business model à 10 ans. Hein, parce que avant de créer et de redistribuer de la valeur, il y a quand même plein de boîtes et de business et d'activités qui vont subir un effet de réduction de leur prix du fait de la productivité. Hein. Donc il va y avoir là aussi, avant d'avoir les personnes vont être des gagnants et des perdants, mais des activités de service, il va y avoir aussi des sérieuses adaptations à faire. Ce qui me permet de teaser un autre bouquin qui sera avec nous jeudi, Michael Valentin, bouquin, alors son titre est un peu provoque, c'est La méthode Elon, voilà, Elon Musk, mais Michael Valentin, il écrit sur Elon Musk depuis 10 ans. D'accord. C'est lui qui a inventé le mot de teslisme, et pour le coup, c'est du mariage très étroit de la technologie et de l'industrie, et on va être au cœur de cette révolution, et notamment pour les industriels, donc on en parlera jeudi. Françoise, quand même, comme tu es là, je veux pas... Sophie Binet, donc, oui. 41 ans, donc la nouvelle patronne de la CGT, diplômée de philosophie. Elle a été conseillère d'éducation. Elle a jamais... elle a visité des usines, évidemment, mais... Elle est assez loin des... Elle n'a jamais, ni de près ou de loin, fait de la production, on va dire ça comme ça. Oui. Et elle arrive à la tête de la CGT, voilà. On va voir. Hein, et moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est forcément une bonne nouvelle d'avoir une jeune femme. C'est un autre rôle modèle, quand même, voilà, qui est intéressant. Oui, après, on sera vraiment des féministes convaincus quand on saura critiquer les jeunes femmes qui arrivent. Quand on en parlera plus. Voilà. Hein, en se disant, bon... qu'est-ce qu'elle représente, quelle est sa vision et comment elle est arrivée là. Et je lui souhaite de faire la différence sur la CGT, parce qu'il y a de quoi faire. Hein. En tout cas, sa première décision, ça a été d'aller voir Elisabeth Borne. Voilà. Et ça, c'est forcément une bonne décision, déjà, pour commencer. Mais bon, après, elle représente une partie du travail qui est un peu particulière. Première ministre, présidente de l'Assemblée nationale, présidente du parti majoritaire, présidente de l'AFEP, l'association des grandes entreprises, Patricia Barbizet, présidente de la CGT. Ah mais oui. Il se passe un truc. Et alors, le monde politique est allé beaucoup plus vite que le monde de l'entreprise, d'une certaine façon. Et alors pourquoi ça ? Parce que on est encore sur... chaque fois qu'on peut imposer quelque chose sur une période courte, c'est plus facile. Un COMEX, ça ne se change pas par l'extérieur, c'est un processus un peu plus long, etc. Donc il y a des processus de vitesse, de changement de vitesse qui ne sont pas du tout les mêmes. 3,75% des 65 postes de président et DG du CAC 40, parce qu'il y a encore des fonctions qui sont PDG, et 2,5% en 2021. Et alors, je t'ai envoyé une petite étude, je ne sais pas si tu as eu le temps de la regarder, de la Schema Business School, tu avais peut-être même regardé un peu avant. Non, je n'avais pas vu. On en a déjà parlé, juste j'y vais très très vite, donc on en a déjà parlé, c'est un truc assez biaisé, parce qu'en gros, ce que dit le gars qui a fait l'étude, il le dit avec un peu d'humour d'ailleurs, hein, c'est que les entreprises les plus féminisées sont les plus efficaces en matière de marge opérationnelle. Là où c'est biaisé, c'est que c'est les secteurs du luxe, de la cosmétique, où les femmes sont davantage présentes. Et ce sont ces secteurs-là qui font, femmes ou hommes, j'ai presque envie de dire, le plus de marge. Voilà.
Alors, première chose, c'est des raisonnements qu'on tient depuis 20 ans. Hein, Ouais. Et on ne sait pas la poule et l'œuf. Il y a une corrélation, mais qu'est-ce qui fait quoi, j'en sais rien. Et puis je pense que le vrai sujet, si on devait trouver une justification, c'est quand même que les femmes représentent la moitié des talents et qu'il n'y a aucune raison pour que les entreprises se privent de la moitié de ces talents-là et ne leur offrent pas les mêmes perspectives que l'autre moitié. Enfin, c'est ça. Voilà, pour moi, c'est le seul raisonnement rationnel. Moi, ce qui m'a intéressé dans l'étude, c'est de voir les classements et de voir quelque chose qui m'a finalement surprise. C'est-à-dire que on trouve. Je m'attendais à ce que, effectivement, dans les féministes, on trouve des industries du luxe. Alors, il y en a une, mais il y en a quand même. Il y a LVMH qui est complètement aux abîmes de l'autre côté. Et à l'inverse, les industries où on dit, et je suis la première à dire, on n'a pas assez de femmes ingénieures, et du coup, c'était une explication, sinon une excuse pour pas mal d'industries de ne pas avoir de femmes au COMEX. Il y a quand même quelques boîtes industrielles. Il y a quelques boîtes industrielles. Qui arrivent, qui ont pris, il y a Dassault Systèmes, le par sujet. exemple. Oui, mais parce que Dassault Systèmes est industriel. Dassault Systèmes est autant logiciel qu'industriel. Oui, mais enfin, le nombre de femmes dans la techno... Oui, tu as raison. Mais, et qu'est-ce que tu as pensé de cette... donc, on va le revoir encore une fois, Sybille, s'il te plaît. Donc, les machistes... Invétérés ou... Les irréductibles. Oui. Non, j'ai trouvé la méthodologie pas mal. C'est-à-dire, vous avez dans les effectifs de cadres dirigeants suffisamment de femmes et vous ne leur faites pas franchir le plafond de verre. Et moi, j'ai trouvé que ce classement était intéressant parce que, justement, on trouvait certains arguments utilisés en disant « mais nous, on ne trouve pas assez de filles ». Dans la banque, par exemple, on dit « il n'y a pas de femmes dans les salles de marché, donc on ne peut pas avoir il n'y a pas de femmes dirigeantes de salles de marché ». Alors pourquoi ? Parce qu'il paraît que ce n'est pas un métier pour les filles, les salles de marché. Mais parce qu'elles n'aiment pas les salles de marché, paraît-il. Bon, c'est plus vrai aujourd'hui. Mais... Et c'est absolument pas vrai. Donc je trouve que le classement est intéressant parce qu'il fait tomber ces arguments, qui est de dire il n'y a pas suffisamment de filles ou de femmes dans l'entreprise pour pouvoir les promouvoir. Bon, voilà. Parfait. Schema Business School, hein, donc allez voir ça si ça vous intéresse. Rachat d'actions, là aussi, ça m'intéresse. Alors, juste d'abord, parce que Twitter peut servir à quelque chose. On en a parlé la semaine dernière, il y a une dizaine de jours de ce rachat d'actions, et j'avais dit, je ne comprends pas Total. Quand on est face à une telle falaise d'investissement, pourquoi est-ce qu'on fait du rachat d'actions ? Et j'ai eu une explication très précise de quelqu'un, une explication pareille, qui en tout cas connaît ces phénomènes de rachat d'actions. Donc je vous la livre, alors vous pouvez la lire si vous nous regardez à la télé, mais ceux qui nous écoutent en podcast, en gros ce que dit mon interlocuteur qui est anonyme, il dit c'est simple, Total a fait un bénéfice exceptionnel, ils ont quand même des ratios de rentabilité sur capital à respecter. Et s'ils avaient tout balancé en dividendes, ils auraient envoyé un signe, je ne sais pas comment il dit ça, un signe, ils auraient pollué leur politique de dividendes en balançant tout par le dividende. Donc, d'une certaine manière, le rachat d'actions apparaît là comme la moins mauvaise des solutions. Alors, ça te semble... Oui, bien sûr. Mais on a une sensibilité... Enfin, les entreprises qui ont un actionnariat très mondialisé et très anglo-saxon connaissent ça par cœur. C'est-à-dire qu'on a des actionnaires qui vont interpréter la façon dont on alloue le capital. Et pour eux, allouer dividendes ou rachat d'actions, ce n'est pas la même chose. Qui vont être indicatrices de quelle est la stratégie, la confiance dans la stratégie et évidemment le retour aux investisseurs. Donc le rachat d'actions s'est installé dans le monde anglo-saxon en particulier. Hein. Les investisseurs américains utilisent et perçoivent ça comme un signe que la valorisation de l'entreprise va rapporter plus que... va être un complément à la rentabilité de l'entreprise. C'est pas interprété comme un signe de désarroi stratégique. Moi, j'avais l'impression que... Quand on est assis sur un tas de... Mais encore une fois, ça dépend vraiment de chacune des situations. Ça peut, quand vous avez des entreprises qui n'arrivent plus à faire des acquisitions externes parce qu'elles n'ont plus d'idées. Oui, ou parce que tout est trop cher. Oui, mais ça voudrait dire que... Non, c'est souvent... c'est vraiment... J'intègre le raisonnement que la valeur de l'entreprise cotée va rapporter en tant que telle plus que la rentabilité intrinsèque de l'entreprise. Et donc que la promesse du futur
et solide. Mais non, mais Et c'est pas la convaincant. promesse du futur, c'est une valeur, c'est le capitalisme financier dans toute sa splendeur. Alors à ce Ça veut moment-là. dire que je rachète des actions parce que je mise sur l'earning per share. Et en misant sur l'earning per share, Sur ma croissance, je mise sur ma propre croissance. je mise sur ma croissance future et donc la valorisation de mon entreprise. Donc c'est considéré comme un acte de confiance et qui peut être tout à fait complémentaire à la rentabilité immédiate qui se traduit par du dividende. Je vais vous réconcilier tous les deux. Parce que la On n'avait pas littérature l'impression économique d'être- s'est penchée sur le sujet Ouais. et a énoncé différentes raisons, à la fois bonnes ou mauvaises. Et on retrouve notamment tout ce que vous avez cité. Et on retrouve notamment d'autres choses. Donc déjà sur le dividende, tu as tout à fait raison, notamment dans la culture anglo-saxonne. C'est-à-dire, c'est l'idée de distribuer, lorsque l'on distribue un profit qui est pérenne, on le fait sous dividende. Et lorsqu'on on distribue un profit qui est éphémère, on le fait plutôt sous forme de rachat d'actions. Parce Voilà. que sinon, Ce que m'expliquait exactement, on pollue l'interlocuteur. ça, parce qu'après, une entreprise qui, d'une année sur l'autre, va distribuer un peu moins de dividendes, les actionnaires vont bouder, et elle n'a pas envie de rentrer dans ce rouage-là où C'est finalement... ça. elle est Après, tu as constamment- le titre dividende en fort recul, on a Voilà, oublié exactement, qu'il y avait eu une hausse que très c'était- forte l'année voilà. précédente. Donc c'est le rachat d'actions, et l'actionnaire ne se lance pas trop dans des comparaisons de rachat d'actions, parce que le calcul est beaucoup plus compliqué Bien sûr. que simplement de regarder le dividende. Chacun n'a pas acheté l'action au même prix. Donc ça, c'est une première raison. Une autre raison, et que tu as cité, c'est d'envoyer un signal au marché. C'est-à-dire que des dirigeants qui ont eu de l'information privée qui n'ont pas encore le droit de diffuser, qui leur laissent penser que les profits futurs de l'entreprise vont augmenter, peuvent signaler cela au marché en faisant du rachat d'actions, sachant que la stratégie de bluff est trop coûteuse. Parce que si l'action décroche dans le futur, tu te mordras les doigts d'avoir racheté tes actions. Et puis, il y a l'excédent de trésorerie que tu as signifié. Attends, parce que Oui. c'est intéressant, parce que tu as stratégie de bluff, ça veut dire... La stratégie de bluff est trop tu coûteuse. Voilà, donc trop on est- coûteuse. on est- Tu envoies le message que ça va monter, alors qu'en fait, tu sais que ça va pas monter, mais tu tentes un coup de bluff. Non, non, c'est non. pas ça. En rachetant Je tes dis actions. Justement que Il dit tu que ça envoies... coûte trop cher. Oui, voilà. Non, mais c'est ça, on est coûterait d'accord. trop cher, On dit et la donc même chose. Tu es crédible. Tu es On dit la crédible même parce chose. que le bluff serait trop coûteux. On dit C'est ça que je dis. Ça marche. Autre chose et que tu as dit, c'est l'aspect de la trésorerie. On sort du Covid-19 et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un excédent de cash, de liquidité et que les entreprises sont un petit peu dans l'attente. Elles ne Bien savent pas sûr. trop dans quel monde on va aller demain. Mangé par l'inflation en plus. Mangé par l'inflation, les prix qui augmentent. Il y a aussi le fait qu'on attend peut-être un petit peu, on est en observation de voir ce que va faire la concurrence. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant avec tout ce cash ? Eh bien, finalement, on le thésaurise au travers du rachat d'actions. Il y a autre chose et qui a fait que dans le monde anglo-saxon, finalement, le rachat d'actions est bien perçu. C'est qu'au lendemain des attaques du 11 septembre, ça a été une très bonne méthode pour les entreprises de soutenir le cours de leur action. Et notamment, on sait que les marchés surréagissent aux mauvaises nouvelles. Un exemple concret très récent, c'est encore Google. Là, en février, ils se sont livrés à leur démonstration d'intelligence artificielle, leur algorithme Bard. Il s'est un peu planté et Google a perdu 100 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est excessif. On peut faire quand même confiance à Google d'avoir la capacité de rectifier le tir et de revenir avec une nouvelle version qui fera le job. Et donc, là, que fait l'entreprise ? Elle rachète de l'action. Il y a aussi cette idée qui a été notamment défendu souvent par les cadres dirigeants auprès de Washington, de dire, attendez, vous avez une banque centrale qui peut faire office de prêteur en dernier ressort pour les banques, laissez-nous, en tant qu'entreprise, d'endosser le rôle d'acheteur en dernier ressort pour soutenir le cours de notre action. Et c'est comme ça que c'est quelque chose qui est assez bien perçu. Bien sûr, il y a aussi des inconvénients, puisqu'on sait qu'il y a des dirigeants qui font ça uniquement parce qu'ils ont une part de leur rémunération qui prend la forme de stock option. Et donc, ils rachètent... Enfin, le cours de la- j'espère Il y en a que qui s'y prêtent. derrière, quand le comité des rémunérations se penche sur le truc, il défalque l'effet du rachat d'actions, non Ah non, on peut pas. non, donc il y a vraiment... Non, mais dans le raisonnement, on en tient compte. Alors, il se trouve que le rachat d'actions ne modifie pas la capitalisation boursière totale de Non. l'entreprise, mais comme elle augmente le cours, potentiellement, tu as un effet Bien mécanique sûr. sur le stock option. Et ça, c'est quelque chose Mais qui a c'est même été... encouragé. C'est quelque chose C'est qui a dans été les mesuré. Hein. Oui. Il y a des dirigeants qui, en fait, manipulent, entre guillemets, le cours de l'action uniquement à des fins personnelles pour leur rémunération. Ça a été montré sur données américaines, encore une Oui, fois, parce parce que les que données les américaines sont montants- plus exploitées que les données Et françaises. que les mais- montants de rémunération des dirigeants américains exposent tous les compteurs par rapport aux nôtres. Hein. Ouais. Et donc, juste pour terminer avec ça, ce que la littérature académique conclut dans l'ensemble, c'est de dire que c'est une pratique. Il y a du pour, il y a du contre, mais que globalement, le pour l'emporte quand même sur le contre. Encore une fois, tout ça sur données américaines. C'est très intéressant. En tous les cas, c'est un outil. Et c'est un outil d'autant plus important qu'on rentre aussi dans une période où les taux d'intérêt vont être plus élevés et la demande des investisseurs sur le rendement, il va falloir changer la façon de
assurer le return sur equity dont on parlait tout à l'heure. Et donc le président a tort parce que c'était ça quand même l'accroche du départ, c'est le président qui parle. C'était un peu surréaliste d'ailleurs. Mais c'était complètement... Ouais, c'est ça. Moi, je me suis demandé qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que ça avait à voir avec quoi. Oui, bien sûr qu'il a tort. Il a réagi à ce qu'ont fait les Américains. C'est Biden qui a dit qu'il allait légiférer sur ces sujets-là. Honnêtement, j'ai pas lu plus que ça. Voilà, il s'est dit peut-être, j'en sais rien. Alors, ça me si on paraît, revient juste au cas de Total, je pense que ce sera assez inaudible pour les Français de lire dans la presse que les dividendes de Total sont exceptionnels quand le prix à la pompe, même si tout n'est pas corrélé, mais pour l'usager de la route, c'est comme ça, le prix à la pompe explose et puis en parallèle, Total déverse des tonneaux de dividendes. Je sais très bien que tu vas expliquer que ça n'est pas lié. Non, je vais t'expliquer que de toute façon, Total, ils sont tranquilles parce que tout est inaudible. Tu vois, Total, je crois que de toute façon, les gars... Non. Ils ne peuvent plus rien. Tu penses qu'ils sont... je sais pas. Ils avaient fait une réduction à la pompe. Mais je crois qu'elle est encore en vigueur. C'est-à-dire que tout le monde l'a oublié. Oui, ça dépassera jamais un 99. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Voilà, sur je sais plus comment il s'appelle. Tu penses qu'ils sont plus à ça près et ils auraient pu s'offrir une distribution de dividendes. Non, je crois que c'est vraiment l'explication que nous a donné, que tu as donné toi. Ça aurait été un dividende trop important et donc on ne peut pas prendre ce risque dans notre politique de dividendes d'avoir comme ça ce pic tout à coup sur une année. Sachant qu'il y a quand même toute une série de questions sur la capacité de ces géants de l'énergie à se transformer, etc. Et qu'au passage, l'argument dont on parlait tout à l'heure, je remise sur mon entreprise et je redis que je suis en train de me transformer et d'accompagner une transition qui est quand même extraordinaire. Il y a quand même en France... C'est le mot de la fin, Jérôme. Vas-y. Non, mais ce sera le mot de la fin. Il y a quand même en France, comme le dividende est associé à enrichissement des plus riches, en France, ça n'est pas le cas par exemple dans d'autres pays, mais en France c'est le cas, le fait de distribuer des dividendes exceptionnels alimenterait à nouveau le débat sur taxation des super-profits, etc. Et donc c'est une stratégie risquée. Non, mais tu n'as pas tout à fait tort. Mais franchement, Total... difficile en tous les cas. Ils font leur job. Ouais. Et je crois qu'ils ont renoncé à séduire. Voilà, je vais terminer comme ça. Merci Françoise, merci Jérôme. Et puis on se retrouve demain pour continuer l'ensemble de ces débats.